La Constitution et nous. Faudrait-il définir la Constitution? Faudrait-il préciser les contenus du nous? Autrement dit, qu'est-ce qu'il entendre par nous? Est-ce un pluriel de majesté? Et pour quelle raison? Est-ce la première personne du pluriel représentant un groupe dont fait partie la personne qui parle? Toutes ces questions démontrent que pour parvenir à l'entendement commun, les domaines de définition est nécessaire pour éviter des malentendus, des sous-entendus et des procès d'intention. Il va donc falloir définir la Constitution et nous. Toutefois, définir la Constitution, un terme doté d'un coefficient d'émotivité élevé, comme c'est le cas dans notre pays, nécessite beaucoup de précautions. Car nous sommes parmi les rares pays où chaque citoyen prétend être constitutionnaliste et que l'avis des spécialistes ne compte pas. La plupart des fois, c'est l'échafaud qu'on souhaite aux constitutionnalistes. Puisqu'on leur souhaite qu'ils ne puissent pas indiquer les sens giratoires. Ils ont le malheur d'indiquer malheureusement les sens giratoires. Et dans un pays où les conducteurs de véhicules automoteurs ne détiennent presque pas de permis de conduire, vous comprenez qu'indiquer les sens giratoires constitue déjà un problème. Leur indiquer les sens giratoires les rend nerveux. Est-ce là une raison suffisante de militer pour la suppression du code de la route ou du permis de conduire? Les règles doivent demeurer, même si les plus effrontés les violent, car il s'agit d'un corps mis en place pour protéger tous les êtres. Et donc, la protection commune est mutuelle. Considérée par les uns comme un tabou inviolable et par les autres comme un instrument manipulable au service des gouvernants, la Constitution n'est ni l'un ni l'autre. Elle mérite d'être définie tant sur le plan matériel que sur le plan formel pour donner un sens sur le discours de la Constitution et nous. D'abord, les nous, là, c'est qui? Il conviendra également de s'interroger sur ce nous, si ce nous peut se transformer en contre nous, face à nous, en dehors de nous et pour nous. Revenons à la définition matérielle de la Constitution. Traditionnellement, au sens matériel, on définit la Constitution comme un ensemble de dispositions organisant les pouvoirs publics, le fonctionnement des institutions et les libertés publiques. Tandis qu'au plan formel, il s'agit de l'ensemble des règles, quel que soit leur objet, qui sont énoncées dans la forme constitutionnelle. Elles sont générales et contenues dans un document spécial, mais surtout, elles ont une valeur supérieure à toutes les autres règles positives et ne peuvent être modifiées que conformément à une procédure spéciale préétablie. Donc c'est une norme plus difficile à mettre en œuvre que celle qui permet de modifier une autre norme. Je ne voudrais pas me perdre dans les domaines des définitions, car ce qui importe, c'est de pouvoir mettre la Constitution en perspective. Donc ceci dit, notre réflexion va pouvoir osciller autour de deux axes. La recherche du nous, prenant la Constitution comme tabernacle, et la place du nous, considérant la Constitution comme un spectacle où s'affrontent les différents acteurs. Et donc, les deux parties, je les annonce,
il y a les tabernacles inviolables et il y a le spectacle, c'est le jeu. Le jeu des acteurs politiques s'entend. Sous l'angle de tabernacle, il faut rechercher le nous. Dans ce tabernacle, où se trouve le nous, la place du nous. Nous, c'est l'implication du peuple dans l'élaboration et l'application de la Constitution, même si en réalité, ce sont les gouvernants qui occupent le premier plan. La référence au peuple, sur le plan même symbolique, démontre une sorte d'infléchissement de la source du pouvoir qui n'est plus Dieu ni le roi, mais plutôt le peuple. C'est nous, on les trouve souvent dans la formule sacrale. Alors, il est l'indicateur d'instauration, sinon d'acceptation des principes démocratiques dans la vie publique. Et donc, c'est nous peut s'avérer n'être qu'un trompe-l'œil, comme démonstration va en être faite. Je voudrais qu'on recherche les nous dans l'évolution constitutionnelle de la République démocratique du Congo. De manière chronologique, on peut lire la charte coloniale du 18 octobre 1908. Il est intitulé « Loi sur le gouvernement du Congo ». Il n'y a pas de formule sacrale, même si certains droits des indigènes sont défendus dans cette charte, mais il n'y a pas de formule sacrale. Dans la formule sacrale, on doit savoir qui sont les principaux acteurs qui font que cet acte-là entre en vigueur. Élaboré par qui? Et souvent, on trouve même dans le préambule. Donc, on voit cette formule sacrale. Nous allons faire cette évolution pour voir, à travers toutes les constitutions que nous avons connues, à travers cette évolution constitutionnelle, quelle a été la formule sacrale? Ça veut dire la place réservée à nous, nous les citoyens, nous le peuple. Et je l'ai dit dès le départ, que ce nous peut paraître, ou peut-être en réalité un trompe-l'œil. Nous sommes nous pour servir de marchepied si vous voulez, mais en réalité c'est nous par rapport à la Constitution. Est-ce que nous veillons à l'application correcte? C'est nous. Est-ce la sonnette d'alarme? Est-ce le statut de veilleur? Que faudrait-il entendre par ce nous? Et nous allons faire d'abord ressortir ces nous à travers les différentes constitutions. Ensuite, nous passerons au spectacle. Maintenant, il ne s'agit que du tabernacle, parce que dans les tabernacles, on retrouve presque tout. Bon, c'est inviolable, on ne peut pas. Mais le vrai problème, c'est le spectacle, la réalité des acteurs sur terrain. La loi fondamentale du 19 mai 1960, relative aux structures du Congo, déclare plutôt: Baudouin, roi des Belges, à tous présents et à venir, salut. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit. Et donc, il y a déjà un malentendu dans cette constitution, celle du 19 mai 1960. C'est notre constitution. Mais où se trouve la part de nous ici? Nous, Congolais, nous sommes où? Baudouin, roi des Belges, c'est lui qui sanctionne. Les chambres ont adopté. Quelles sont ces chambres? Ce sont les chambres belges. Vous comprenez qu'il y a déjà un malentendu profond. Cette constitution qui est censée être la nôtre, où est notre participation? Nous, citoyens congolais, où sommes-nous? Nulle part. Et donc, on nous octroie une constitution, on nous dit que c'est la nôtre. Je ne voudrais pas entrer ici dans l'analyse, parce que si je dois pouvoir analyser cette constitution, vous verrez qu'il y a plusieurs négations même de la souveraineté. La Cour des comptes belge reste compétente. Le Conseil d'État belge est compétent pour les affaires qui se passent au Congo. Je peux citer plusieurs dispositions, mais nous n'en sommes pas là. Nous sommes simplement à la recherche du nous. Il n'y a pas de nous ici, nous ne sommes pas concernés. On nous octroie une constitution. Et vous allez comprendre, quand nous viendrons au spectacle, que cette constitution ne tiendra pas parce que ce n'est pas notre constitution. On est venu nous la donner, mais la constitution doit traduire les aspirations profondes de la population, d'un peuple. Mais celle-là, on est venu nous la donner. Et d'ailleurs, quand on regarde cette constitution par rapport à l'évolution de la mentalité congolaise, ce qui est prévu ne s'applique même pas encore en Belgique. Mais nous,
on est devenu comme une sorte de cobayes. On vient expérimenter ce qui ne se fait même pas chez eux. Je ne reviendrai pas parce qu'aujourd'hui, mon exercice, c'est de vous parler du nous et la Constitution. Et donc là, il s'agit de la loi fondamentale 19 mai 1960. Où est la place des Congolais? En quoi cet acte diffère tête de la charte coloniale où nous ne sommes pas concernés? Ensuite, nous passons à la Constitution de la République démocratique du Congo du 1er août 1964. Celle-ci a pour formule sacrale la Commission constitutionnelle ayant siégé à Luabourg du 10 janvier au 11 avril 1964 a proposé le peuple congolais par référendum constitutionnel organisé du 25 juin au 10 juillet 1964 a adopté. Le président de la République promulgue la Constitution dont la teneur suit. Il y a ici 3 instances. Une commission constitutionnelle qui a été mise en place, qui a fait son travail, et ce travail a été soumis au référendum. Nous, peuple, nous sommes là parce que nous avons dit oui à travers ce référendum. Et donc nous sommes concernés directement. Nous devons veiller parce que si nous avons dit oui, ça doit être en connaissance des causes. On ne peut pas dire oui alors qu'on ne sait pas de quoi il s'agit. Nous avons dit oui en connaissance des causes. Nous devons veiller pour que ces institutions fonctionnent comme il se doit, de la manière prévue par les constituants lui-même. Et le président de la République promulgue la Constitution, parce que c'est son devoir, il doit pouvoir promulguer. 3 instances sont intervenues, et là, le nous est là, le nous s'explique. La Constitution de la République démocratique du Congo, du 24 juin 1967, adopte la formule sacrale suivante. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a proposé le peuple congolais lors du référendum organisé du 4 au 24 juin 1967 a adopté. Le président de la République promulgue la Constitution dont la teneur suit. Et cette Constitution va pouvoir marquer notre pays, sinon notre peuple, pendant longtemps. Il est bien dit ici que c'est le gouvernement qui a proposé. C'est un acte du gouvernement. Et donc, dans cette Constitution de 1967, on va voir sur tous les plans la prééminence du gouvernement par rapport aux chambres, parce que c'est le gouvernement lui-même qui a proposé. Le peuple a adopté, nous avons approuvé. Ensuite, le président de la République a promulgué. Mais j'insiste ici que le texte, c'est un texte, c'est une expression du gouvernement. Et le gouvernement, quand il a l'occasion, il ne peut que s'affirmer davantage en essayant d'écraser les autres pouvoirs, le pouvoir exécutif, en essayant d'écraser les autres. Et donc, le prestige des chambres, sinon le prestige de la Chambre des représentants, sombre, parce qu'ici, c'est le gouvernement qui élabore le projet. Et dans le préambule, il est mentionné en liminaire, nous, représentants du peuple congolais. Alors, c'est le gouvernement et le président de la République qui sont les représentants du peuple congolais. Parce que nulle part ici, on a vu une quelconque chambre intervenir. Le gouvernement, le président, plutôt la population, les citoyens par le référendum, et on dit, nous les représentants du peuple congolais. Alors la représentation elle-même pose des problèmes. Quels sont ces représentants? Quand les avons-nous élus? Et donc il n'y a pas cette représentation, elle n'est que symbolique. Voilà pourquoi j'ai dit, nous, peuple congolais, nous peut avoir plusieurs significations, parce qu'ici on parle de nos représentants. Mais quels sont ces représentants? Il n'y en a pas parce qu'il n'y a pas un parlement mis en place. La loi numéro 70/001 du 23 décembre 1970 portant révision de la Constitution, il est marqué sur les frontispices, donc la formule sacrale. On peut lire: l'Assemblée nationale a adopté, le président de la République promulgue la loi dont la teneur. Et donc, tout s'est passé à l'Assemblée nationale.
cette constitution, au moment de son élaboration, c'était passé au référendum. Alors qu'on est en train de la changer de fond en comble. Le peuple n'est plus intéressé, mais on dit toujours que c'est nous. Parce que dans le préambule, on va dire « nous, peuple congolais ». Mais quand sommes-nous intervenus? Vous comprenez les malentendus que contient les nous. Plus grave encore, la loi numéro 74, barre 020, du 15 août 1974, portant révision de la Constitution du 24 juin 1967, a pour formule sacrale les conseils législatifs à adopter, le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Mais dans le préambule, on dit « Nous, peuples zaïrois, réunis au sein du mouvement populaire de la Révolution, guidés par le mouboutisme. » Ce peuple s'est réuni quand? Donc on dit « Nous sommes réunis ». Donc ici, il y a un malentendu profond. Parce que dans ces mouvements populaires de la Révolution, on n'adhère pas, on y est d'office. Et on dit « Nous, peuple ». Mais qu'on se soit exprimé ou pas, on dit que c'est nous. C'est nous, c'est un malentendu profond. Et donc, en 1974, donc on dit, conscient que seule la politique du recours à l'authenticité nous permet d'affirmer notre personnalité. Tous les restes, je ne vais pas revenir là-dessus, mais il faut savoir ici que cette révision, en réalité, n'en est pas une. C'est une nouvelle constitution parce que les équilibres de base qui étaient établis en 1967 sont rompus, tous ces équilibres ne sont plus là. Et donc, les nous introduit ici un malentendu profond. Et je pourrais même dire que c'est nous. C'est une fraude constitutionnelle parce qu'il n'y a pas de nous. Mais on mentionne quand même qu'il y a un nous. L'acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de transition du 4 août 1992. Dans le préambule, on lit « Nous, peuple congolais, réunis en conférence nationale souveraine, constatant la crise profonde, multiforme et persistante plutôt. » Et donc, les délégués qui sont allés à la conférence nationale, parce que là, eux aussi disent « Nous, peuple congolais », ils étaient élus par qui? Ce sont les associations qui se sont formées, mais lorsqu'ils sortent leur acte, ils disent « nous ». Mais ce n'est pas nous, parce que vous êtes allés de mille et une manières. Personne ne vous a élu. Vous nous représentez de quelle manière? Et donc, voilà pourquoi je vous parle du malentendu introduit par les nous. Nous voulons signifier citoyens, mais par moment, on va très loin. Nous ne sommes pas là, mais on dit toujours que nous sommes là. Non. Ceux qui sont allés à la conférence nationale, ils étaient élus par qui? En tout cas, parmi vous ici, je suis sûr qu'il y a des gens de ma génération qui sont allés à cette conférence. Vous étiez élus par qui? Qui vous a délégué? Et là, vous allez dire, nous, peuple congolais, réunis en conférence nationale. Non, nous, on ne vous a pas délégué. Les nous introduits et malentendus. Décret loi constitutionnel numéro 003 du 27 mai 1997 relatif à l'organisation et à l'exercice du pouvoir en République démocratique du Congo. Voici la formule sacrale. Le président de la République vit la déclaration de prise du pouvoir par l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL, vit l'urgence et la nécessité. Il ne dit pas le peuple. Et je dis ici que c'est l'honnêteté. Parce que dans plusieurs actes pris dans ces pays, le peuple n'était pas concerné. Mais curieusement, le peuple voit qu'il est imbriqué, on dit « nous ». Nous ne sommes pas là. Il faut dire ici, comme M. Laurent Désiré Kabila a eu quand même l'honnêteté de dire quelle est la source de son pouvoir. C'était la déclaration de prise de pouvoir par l'AFDEL. Et donc, il n'a pas fait comme les autres pour pouvoir nous mentir, nous imbriquer dans une histoire où nous ne sommes pas concernés. Je continue et je passerai bientôt au spectacle, parce que ça, ce n'est que le tabernacle, où il faut situer nous. La constitution de la transition du 5 avril 2003. Ici aussi, j'aimerais que vous puissiez me suivre. La plénière du dialogue intercongolais a adopté. Le président de la République promulgue la constitution dont la teneur suit.
Ceux qui sont allés au dialogue intercongolais à San City, ils étaient élus par qui? Ils étaient délégués par qui? On était surpris de voir certains amis, ils sont arrivés en Afrique du Sud comment? Qui les a envoyés? Mais ils vont là-bas, ils disent non, la plénière, leur plénière à eux, a le droit de décider sur notre sort, sur le sort du Congo. Ils disent, nous délégués des composantes et entités. C'est extrêmement grave. Nous sommes engagés par des gens que nous n'avons pas délégués. Enfin, la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, celle qui nous régit. Voici la formule sacrale. Le Sénat a proposé, l'Assemblée nationale a adopté, le peuple congolais, lors du référendum organisé du 18 au 19 décembre 2005, a approuvé, le président de la République promulgue la Constitution dont la teneur suit. Et au préambule, on dit, nous, peuple congolais, oui, le peuple a été impliqué parce que c'est passé au référendum. C'est d'abord le Sénat qui a proposé, l'Assemblée a adopté et le peuple a approuvé par le référendum et enfin le président a promulgué. Et donc, vous comprenez que le nous, qui signifie peuple, le nous les citoyens, notre regard vis-à-vis de la Constitution, si, dès le départ, nous ne sommes pas impliqués, si, dès le départ, il y a un malentendu profond, rassurez-vous que nous ne serons pas assurer notre rôle de veilleur. Rassurez-vous que chaque fois que le peuple est écarté totalement dans cet acte fondateur, il n'y a même pas moyen de contrôler. C'est alors que l'on connaît des dérives. Mais avant, je ne voudrais pas ici partir en parlant plutôt des situations préétablies. Non, il faudrait maintenant que les nous, que nous avons essayé d'épingler depuis la charte coloniale jusqu'à ce jour, que nous puissions maintenant, sous l'angle du véritable spectacle, comment se représentent ces nous. En réalité, quels sont les pouvoirs du peuple vis-à-vis de la Constitution? Nous avons quel pouvoir? Au niveau de l'élaboration, je dis que la Constitution elle-même est née sur base d'une suspicion, parce qu'au niveau de l'élaboration, quand on voit l'histoire du constitutionnalisme, c'est la population qui en avait marre de l'arbitraire, qui dit qu'il faut qu'il y ait des règles préétablies qui puissent nous protéger. Et ces pouvoirs doivent être encadrés. Il ne peut pas aller dans tous les sens. Et donc, au niveau de l'idée même de la Constitution, il y a les nous, les citoyens. Mais au niveau de l'élaboration, il y a plusieurs hypothèses. Par moment, le peuple est associé, par moment, il n'est pas associé. Mais pour se donner de la légitimité, on dit toujours, nous peuple, même si nous n'avons pas été consultés. Maintenant, nous allons passer sous l'angle du spectacle. Le tabernacle, il est là, il ne bouge pas. Il y a des principes. Et d'ailleurs, il faudrait dire ceci, il s'agit ici de l'application réelle, sinon effective de la Constitution. D'abord, il importe de signaler que quelle que soit l'ingénierie constitutionnelle, si le peuple ne l'accepte pas, il n'aura pas d'impact sur la régulation de la société. C'est un texte étranger au corps social. Il faut toujours faire en sorte que la population accepte, intériorise sa constitution. Parce que si cette constitution n'est pas intériorisée, si elle n'est pas acceptée, elle ne s'appliquera pas. Parce que le peuple l'ignore totalement. Ensuite, si la distance entre les textes et le fonctionnement des institutions devient un gouffre, c'est soit que c'est un texte qui est totalement inadapté, qui ne répond plus aux aspirations de la société, ou alors c'est un texte transposé, un simple greffon, comme le dirait l'un de nos maîtres, et dans ces cas, la Constitution n'a pas atteint son objectif de, à la fois, encadrer le pouvoir politique et protéger les libertés publiques.
Enfin, il arrive qu'il y ait une sorte d'hostilité entre les dits, c'est-à-dire ce qui est consigné, et le fonctionnement réel des institutions. Il s'agit d'un pouvoir qui sort de ses limites, et là, le peuple est désemparé. C'est alors que devait intervenir le juge de la Constitution, non pas comme un oracle, mais plutôt comme pouvoir pacifiant et pacificateur, pour remettre chacun à sa place. Et donc, c'est un pouvoir protecteur. Et si ce pouvoir n'existe pas, vous comprenez que le peuple n'a plus que ses larmes, et rien d'autre. Et donc, je vais maintenant, pour démontrer comment s'est joué le spectacle, je vais partir du constitutionnalisme congolais, où on distingue 4 périodes dans le constitutionnalisme congolais. La première période, c'est la période des indépendances. Je l'intitule la période de la magie du verbe. Et là, nos gouvernants croient que les discours peuvent changer notre propre société. Et ici, les constitutions sont simplement transposées. J'ai parlé de la constitution du 19 1960. Ce n'est pas nous qui l'avions élaborée. Elle est venue de la Belgique. Et il y a un grand mimétisme, parce que là-bas c'est un parlementarisme. On instaure aussi le système, mais qui ne va pas fonctionner. Et donc, la distance entre les dits, ce qui est consigné, et le fonctionnement réel sera tellement grave que la crise dans laquelle les institutions vont plonger le pays, cette crise va durer pendant longtemps. On va arriver, malheureusement, les similitudes sont toujours là. Le président va révoquer le Premier ministre, sans en avoir le droit, parce que celui garde toujours sa majorité au Parlement. Le Premier ministre, à son tour, révoque le président. Une situation ubuesque. Et cette situation va nous poursuivre jusqu'à ces jours. Et donc, c'est la période de la magie du verbe. Je suis toujours dans les délais, parce qu'elle ne m'a pas fait signe. Je vais aller vite. La deuxième période, c'est la période de la folie. Donc, vous comprenez, magie, folie. Donc, c'est la période de la militarisation des institutions. Des coups d'État partout, les militaires estiment qu'il y a eu indiscipline, il faut mettre de l'ordre. Et là, en prétextant mettre de l'ordre, il n'y a plus de poids et de contrepoids. Et donc, tous les contrepoids sont bannis au profit de l'ordre. Alors que dans un système démocratique, c'est le pouvoir qui doit arrêter le pouvoir. Il faut qu'il y ait équilibre de pouvoir. Les militaires prennent le pouvoir partout en Afrique et il n'y a plus de partis politiques qui peuvent s'exprimer. Et donc le débat politique est banni. Cette période de la folie va être, comment dirais-je, soutenue par l'Occident pour dire que c'est la spécificité de l'Afrique. D'abord, commençons par la période de la magie du verbe. Les nous, que devient les nous? Mais les nous est en débandade parce qu'il y a des rébellions, des guerres partout. Quel nous? Les nous démissionnent. Ils estiment qu'il n'a rien à voir, que ces gens-là, leur pouvoir, là, c'est leur pouvoir. Les nous en fuite dans toutes les brousses. Les nous ne peuvent pas s'exprimer. Il y a des rébellions partout. Et donc, je vous montre la place du nous dans la première constitution. Avec la militarisation, sinon la période de la folie, les nous estiment que c'est la période de la folie et que si on s'adresse à un fou, il ne comprendra pas. Et qu'on devient soi-même fou si on doit s'adresser à un fou. Les nous démissionnent. Nous ne faisons rien, il n'y a pas de contrôle. La folie, c'est la démesure. Et c'est ça que nous avons connu pendant 32 ans. On démissionne. On s'est dit,
Pourquoi faudrait-il que moi je parle? Le fou fera que je sois pendu. Alors lui, fou, va rester. Moi, ma famille va perdre. Non, tout le monde démissionne. La période de la folie. Arrive finalement la troisième période, c'est de la transition démocratique. Et ce n'est même pas nous. Ce n'est même pas nous. Le vent est venu de l'Est plutôt. Les murs de Berlin tombent. Et la guerre froide disparaît aussi. Parce qu'il y a tous les rois télé qui étaient fous. Se disaient, si on ne me soutient pas, menaçaient toujours. Si le monde occidental ne me soutient pas, je vais aller du côté russe. Mais maintenant, avec la chute du mur de Berlin, ce chantage n'existe plus. Et les rois télé se rendent compte qu'ils sont devenus des boss que l'on doit traîner partout, des boss sur les dos. Et l'Occident s'est dit, nous on ne peut pas indéfiniment tenir ces boss. Par le discours de la Bolle, François Mitterrand dit aux Africains, écoutez, nous on ne peut plus vous supporter. Vos enfants ont beaucoup étudié, maintenant ils nous insultent partout. Vous allez démocratiser vos institutions. La transition démocratique. Où est le nous dans la transition démocratique? Je viens de vous dire ici que les gens se sont fabriqués des titres pour aller à cette conférence, dans cette transition démocratique. Et qu'est-ce qu'on met en place comme je vais citer. Non, franchement, je n'accepte pas. Comment 5 minutes? Je viens de commencer. Je vais aller vite. Mais vous voyez qu'on me coupe la parole. Je vais aller vite. Et donc, dans cette transition, nous ne sommes pas concernés. Les gens se fabriquent des titres, ils vont nous représenter. Mais les constitutions qu'on met en place nous donnent des programmes. On fera ceci, on fera cela, on va aller aux élections démocratiques, on va limiter le pouvoir. Naît alors la période post-transition que j'appelle la période de la modestie. Il n'y a plus de très grandes ambitions. On se rend compte que le peuple est vigilant, qu'il va suivre tout ce que l'on dira. C'est alors qu'il y a surgissement de la justice constitutionnelle qui doit dire à chacun quelles sont ses limites. Il y a l'indépendance des chambres législatives. Je ne voudrais pas analyser notre propre constitution ici, mais vous verrez que les sessions extraordinaires ne sont plus convoquées par le chef de l'État. L'Assemblée elle-même, par un nombre précis de députés, peut convoquer une session extraordinaire. Il y a tout un tas de choses qui démontrent qu'il y a véritablement indépendance des chambres législatives. Il y a aussi la limitation des mandats à la présidence de la République. Mais cette question de limitation, j'ai mon point de vue, je dis ceci. Si la société veut devenir véritablement démocratique, pourquoi on limiterait les mandats seulement à la présidence? Qu'on puisse limiter tous les mandats électifs. Vous devenez député, on s'est dit, vous ne pouvez pas faire plus de 2 mandats. Parce que nous sommes dans une société démocratique, il faudrait que les autres aussi puissent compétir. Pourquoi cela concernerait seulement le chef de l'État? Et donc, c'est une question que je pose. Et dans cette période de la modestie, le nous est allé en avant, le nous s'est inscrit dans la Constitution, le nous c'est l'article 64 qui dit si quelqu'un prend le pouvoir par la force ou va en rupture avec cette Constitution, nous devons nous révolter. Et donc l'article 64 instaure la désobéissance. Et là, c'est le point le plus fort du nous a aussi sa force parce qu'il peut dire non, il peut se révolter. Collègues, j'ai compris. Je voulais dire beaucoup de choses, mais vous ne voulez pas. Je reviendrai parce que vous ne voulez pas que je parle. Les défis à relever maintenant. Malgré la modestie, nous avons des défis. Il faut éviter l'instabilité constitutionnelle et institutionnelle qui mettrait en danger la paix et la cohésion nationale. Ça, c'est le grand danger qui nous guette. Il faut éviter
l'instrumentalisation de la Constitution, lui faire dire ce qu'elle n'a pas dit, parce qu'on veut simplement garder le pouvoir. Il faut éviter les tout-justice. Si on pense que tous les problèmes peuvent être résolus par la justice, on se trompe gravement. Lorsqu'on vous refuse la parole au sein d'une assemblée, vous allez saisir la justice. Mais on n'est plus dans une société démocratique parce que l'assemblée doit demeurer démocratique pour qu'il n'y ait pas ingérence dans son fonctionnement. Il faut surtout éviter le tribalisme parce que ce pays, c'est véritablement une mosaïque. Comment y parvenir? On y parviendra lorsque chacun de nous défendra la Constitution comme la prunelle de ses yeux. Je dois respecter mon collègue qui me demande de m'arrêter. Je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le recteur. Puisque tous les recteurs sont magnifiques, je voudrais vous dire que vous êtes aussi recteur magnifique. Mais avant toute chose, qu'il me soit permis de remercier les organisateurs et en premier lieu, Monsieur le gouverneur, qui nous a offert l'opportunité de venir partager avec nos frères de l'Olaba autour de cette question importante qu'est la Constitution et nous. Monsieur le gouverneur, nous voulons vous dire merci. Ces grands pays que le Congo tire son nom de ces fleuves éponymes dont la source est ici. On en a parlé le matin. Je vous ai dit aussi que la source de la puissance économique du Congo aujourd'hui, c'est encore cet espace. Merci de faire aussi que cet espace soit la source de l'intelligence qui pourra nous aider à nous en sortir demain. Ces grands bâtiments, vous avez dit qu'il y en aura d'autres au nom de toute la communauté scientifique. Nous voulons vous dire merci et vous encourager. Merci à l'Université de Kolwezi de nous offrir cette opportunité, parce qu'il faut finalement que le débat scientifique se fasse à l'université et non dans les réseaux sociaux. Il faut que les débats scientifiques soient scientifiques et non un débat d'injures et d'autres mascarades. Merci donc aux recteurs et à tous les personnels scientifiques et académiques de l'université. Mais je voudrais aussi dire merci à mon collègue, le professeur Bouchard. Le professeur Bouchard, c'est l'un des piliers, si pas le pilier de notre département de droit public. Je parle sous le contrôle du gouverneur. Aujourd'hui, le doyen de la faculté, c'est le professeur Essambo. Le professeur Essambo est le produit du professeur Bouchard. Il y a un autre grand professeur qui vient de nous quitter. Vous avez parlé du professeur Kabouya, du professeur Kamoukoun. C'est aussi le produit du professeur Bouchard. Et beaucoup d'autres encore. Et nous-mêmes, si nous avons eu le courage d'aller jusqu'au bout de notre thèse, mais surtout de revenir, c'est à cause de lui. Je voudrais solennellement lui dire merci pour tout ce qu'il a fait. Oui, parce que c'est lui l'aîné, il a fixé le sujet, les constituants et nous dans un État démocratique, la première source de documentation, c'était d'abord de chercher à les lire lui-même, qu'est-ce qu'il en pense. Et son plus récent ouvrage, entre la révision de la Constitution et l'inanition de la nation, m'a servi de base. C'est vrai que c'est un ouvrage dont on parle beaucoup, mais beaucoup ne l'ont pas lu. Parfois, c'est un ouvrage de, je vous dis, de 5 chapitres. Et les premiers chapitres portent sur la révision comme concept indéterminé.
Le deuxième chapitre sur les fonctions de la Constitution. Le troisième chapitre sur les raisons de réviser la Constitution. Le quatrième chapitre sur les procédures de révision. Et ce n'est que le cinquième chapitre où il dit pourquoi il aborde la question polémique des dispositions intangibles qui pour lui sont des dispositions épouvantails, évocatrices et évocateurs. Et c'est là, il vient de vous le dire, où il met en moule la discussion sur la pertinence de limiter le mandat de président de la République, qui donne librement son point de vue en recourant à des arguments scientifiques. C'est vrai que le contexte pouvait prêter à discussion, mais aujourd'hui, je crois que l'alternance s'est passée, mais on ne peut pas empêcher un scientifique d'avoir un point de vue. Voilà pourquoi j'ai dit cet ouvrage. Mais je l'ai surtout lu parce que, et c'est là mon point de vue, je n'ai jamais été d'accord avec lui sur cette question de banaliser le verrou de la Constitution, parce que pour moi, et dans le contexte africain, c'est ouvrir la voie à ces syndromes d'accaparement éternel de monarchisation du pouvoir. Et si le constituant a pris le courage d'aller limiter juridiquement le nombre et la durée de mandat, c'est parce que ces constituants répondaient à une situation. Nous avions eu un homme qui a fait 32 ans, qui ne voulait pas partir, mais il n'est pas le seul. Il y a d'autres aussi en Afrique qui ne veulent pas partir. Et le droit a pour mission de réguler. Il a dit, monsieur, vous allez faire désormais un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Aux États-Unis, on le fait bien, mais on n'est pas de mauvais présidents, même si aujourd'hui, on voit qu'il y a un qui refuse de partir. Ce qui fait que les problèmes, ce ne sont pas seulement en Afrique centrale, ça peut être aussi en Amérique du Nord. Mais il est un fait que le droit constitutionnel veut lutter contre les dérives, toutes les formes de dérives, je dirais toutes les formes de délinquance constitutionnelle. Parce que, surtout dans les contextes africains, le jeu politique est dominé par une passion qui existe partout, de conserver, comme je l'ai dit, de monopoliser le pouvoir, même si on a fait 34 ans, 45 ans, eh bien, on ne veut pas partir. Regardez tout autour de nous, c'est vrai qu'on peut dire tout ce qu'on veut sur notre alternance, mais au moins, il y a un président qui est parti, et tout autour de lui, vous voyez en face, je ne vais pas citer notre pays, il y a des collègues de M. Mobutu qui sont encore là. Il y a d'autres qui vont quitter en 2048. D'autres qui se battent contre les musiciens pour continuer à gérer le pouvoir. Et nous avons réussi quelque chose pour laquelle nous pouvons nous féliciter et nous encourager. Ceci dit, j'ai lu cet ouvrage tout simplement parce que dans l'écriture de cet ouvrage, dans certaines pages, le professeur Boufchab m'a toujours traité de puriste. Il dit, comment tu peux concevoir des dispositions intangibles? Pour toi, Jackie, la Constitution, c'est un mythe. Moi, j'ai dit oui. Pour moi, la Constitution, ce sont des promesses éternelles qu'un peuple se donne à lui-même pour mieux vivre. Il dit non. Jackie, non. Alors, il me dit, ça, c'est du purisme. Ça, c'est de la religion. Ce n'est pas du droit. Moi, je dis, mais le droit, c'est une religion. C'est un problème de foi. Et je suis aujourd'hui très heureux que finalement, lorsque nous nous sommes rencontrés avec le gouverneur, il a dit, Jackie, je crois que le problème des gouvernants africains, c'est qu'ils sont dominés par une constitution virtuelle. Je n'ai pas beaucoup discuté, mais on va en discuter après. Donc, il est d'accord qu'il y a une constitution invisible qui nous domine et nous sommes en face de deux constitutions. Une constitution physique qui ne parvient pas à rencontrer ces nous sous forme de malentendus dont il a développé, et une autre constitution qui tient le jeu depuis plus de 60 ans, depuis la loi fondamentale, où le nous disparaît, mais au lieu du nous, il y a un moi qui domine et qui contrôle. Et ce moi ne veut pas mourir, ce moi change.
il était Kasavubu, il est devenu Mobutu et puis il devient autre chose. Mais on reste toujours dans ce schéma que j'appelle anasocratique, c'est-à-dire du pouvoir du chef, par les chefs, pour les chefs. Et c'est ça tous les problèmes. Nous nous proclamons à la fois un État démocratique, c'est-à-dire le pouvoir du peuple, pour le peuple, par le peuple, mais en réalité, c'est le pouvoir du chef pour le chef. Alors, d'où l'intérêt de ce débat sur la Constitution et nous. Je crois qu'il a tout donné. Si on était au Parlement, j'allais dire sans objet. Mais en science, surtout en droit, on dit un juriste ne sèche pas. Même si vous êtes au bout, il faut toujours aller chercher les contre-arguments. On va essayer et on va le faire en 4 moments. La Constitution et nous, il a déjà dit, le premier point c'est, qu'est-ce qu'une Constitution? Le nous, c'est qui sommes-nous? Quel est le rapport entre la Constitution et le nous? Et les conséquences de la symétrie nous et Constitution ou de l'asymétrie nous et Constitution? Et que faire demain? Donc je suis dans le même schéma que lui. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps puisqu'il a déjà énormément dit des choses. D'abord, sur le premier point, sur la Constitution. Il vous a donné le sens matériel, c'est-à-dire les contenants de la Constitution. C'est l'ensemble de matières fondamentales de gouvernement d'un pays qui, n'est-ce pas, obéissent à un certain ordre, la fondamentalité. La Constitution, c'est la vie. Au sens formel, il vous a dit, c'est la procédure particulière d'écriture et de révision. Les contenants par rapport au contenu. Mais ce n'est pas ça ma préoccupation fondamentale lorsque on aborde la Constitution. La Constitution, c'est ce qui nous constitue. C'est l'âme de la cité. C'est-à-dire, la Constitution a pour mission d'encadrer le pouvoir. Mais cet encadrement n'est pas simplement un encadrement autoritaire. C'est un encadrement qui a une vision de limiter le pouvoir. Donc la Constitution, c'est un instrument du constitutionnalisme. Et c'est à l'aune de cette vision qu'il faut voir. Donc, la Constitution est le socle de fondation de l'État, mais c'est aussi l'outil de limitation des pouvoirs. Voilà pourquoi l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens disait « Toute société dans laquelle la garantie de droits n'est pas assurée, ni la séparation de pouvoirs déterminée n'a pas de constitution. » Donc ce n'est pas le fait d'avoir une constitution, un document écrit de 229 articles, qui fait que vous avez une constitution. Il faut que ces textes-là, écrits ou non écrits, servent réellement à limiter le pouvoir, à séparer le pouvoir. Sinon, vous êtes un État qui a une constitution en pacotille. Donc ce qui est important, c'est la substance. Ce n'est pas le contenu, ce n'est pas le contenant, mais c'est le projet. C'est pourquoi il me l'a dit que tu considères une constitution comme un mythe. En fait, la constitution, c'est l'expression philosophique. La constitution, avant d'être un document juridique, c'est d'abord un document philosophique. C'est le projet de politique d'un peuple. Et ces peuples se donnent ces projets comme organisation du vivre ensemble et sanctionnent ça de la fondamentalité. C'est-à-dire que nous considérons les matières qui sont dans la Constitution comme étant de matières essentielles pour vivre ensemble. Et que si nous ne respectons pas cette matière, ou ces matières, donc, nous ne serons plus constitués. Nous serons donc un ensemble fragmenté. Donc, de sorte que beaucoup d'analystes disent la Constitution devient même l'élément structurant de l'État. Des populations, territoires, organisations, souveraineté, mais tout ça s'est moulé dans une Constitution. Donc, la Constitution, c'est notre vision du monde. La Constitution, c'est les reflets de
préoccupation fondamentale, c'est l'ensemble des promesses d'un peuple. Il va de soi que la Constitution est une autoreprésentation culturelle d'un peuple. C'est le mémoire, c'est le miroir d'un héritage culturel et le fondement de ses espérances. Ceci dit, une constitution, articulée en article, a une transcendance, a une hauteur, a une vie qui doit être en osmose, en symétrie avec le deuxième élément qui est nous. Et je crois que le professeur Bouchard vous a parlé de nous. Toutes les constitutions, du moins la nôtre, commencent toujours au préambule par nous. Nous qui? Peuple congolais. Donc, il est important que ces nous-là soient le reflet de ce qui est dans la Constitution. Il faut qu'il y ait une symétrie. Il faut que le nous, en tant qu'entité, puisse se retrouver dans l'identité qui est dans la Constitution. Malheureusement, il y a hiatus. Et lorsqu'il y a cet hiatus, les 5 éléments structurants d'une Constitution souffrent. D'abord, la dimension génétique. Puisque vous n'avez pas reconnu le peuple comme source du pouvoir, la naissance du pouvoir sera toujours soit frauduleuse, soit par un coup d'État. Et le peuple ou le nous sera toujours en situation d'absence. Deuxième moment, dans l'anatomie de cette identité, c'est-à-dire dans l'organisation du pouvoir, il est important que la vision du pouvoir d'une constitution soit une vision démotique, c'est-à-dire que toute la constitution doit s'asseoir sur la volonté du peuple, sur les préoccupations du peuple. Et enfin, troisième moment, au niveau physiologique, nous avons parlé de la génétique. Il faut à la base de la naissance le peuple, il faut au niveau de l'anatomie, de la structuration, que le peuple soit le fondement, c'est le peuple qui donne tous les 5 ans, tous les 4 ans, il renouvelle. La constitution doit être un instrument de domestication du pouvoir, mais aussi le droit de révocation de gouvernants. La physiologie, c'est le fonctionnement, mais il y a aussi une autre dimension qui intervient, l'axiologie de la constitution. Une constitution, d'abord, c'est un schéma, c'est un outil de promotion et de protection des droits de l'homme. En 1960, il y avait la loi fondamentale sur les structures, mais il y avait aussi la loi fondamentale relative aux libertés publiques. Et si vous prenez cette constitution, sur les 229 articles, plus ou moins 60 articles sont consacrés aux droits de l'homme. Donc, la constitution, c'est d'abord un document qui fixe la civilisation de la liberté. Or, tous ces éléments-là ne se réalisent pas. Et la constitution vient finalement, en 5e point, être un document pathologique. C'est un instrument de gestion des crises et de prévention des crises. Alors, si votre constitution ne parvient plus à gérer les crises, à prévenir les crises, c'est que votre constitution est tout simplement elle-même malade. Mais la constitution n'est jamais malade, en fait. C'est nous les hommes, et nous allons voir. Très souvent, la crise, qu'on parle de la crise constitutionnelle, il n'y a pas de crise de normativité en soi. C'est une crise anthropologique. En fait, les hommes refusent de se plier à la puissance du droit. Et ils préfèrent des arrangements particuliers, ils préfèrent des échafaudages, un conventionnalisme destructeur. Donc, ils fuient la puissance du texte pour aller se cacher dans les arrangements. Or, les arrangements sont conjoncturels, ils sont émotifs, mais la puissance du texte, c'est qu'il y a les caractères immanents, les caractères neutres, les caractères, n'est-ce pas, impersonnels. Donc, les problèmes que nous avons, j'ai parlé du texte, de la Constitution, j'ai parlé du nous, mais quelle est la nature du nous qui peut
arriver à être en osmose. Mais le nous Congolais est problématique parce que chaque constitution répond à l'ADN particulier du peuple. Or, notre constitution a un problème. Et ce problème, c'est d'abord, le professeur Bouchab l'a dit, nous sommes un conglomérat de 450 tribus qui ont été mises ensemble de manière artificielle. Nous avons fait un effort pour nous accepter de vivre ensemble, mais ce vivre ensemble est encore balbutiant. Et cette double loyauté phagocyte la constitution. On dit, ah, oui, il y a Ngwandi, il y a Swahili, et comme il y a Baluba, alors on va créer la démocratie. Et la constitution va être analysée sous l'œil de la tribu. Donc, il y a l'histologie de notre société, la texture tribale, mais aussi la culture et la tradition autocratique. Le modèle de gouvernance que nous avons, le prof vous a parlé de Léopold II, c'est un modèle autocratique. Et Mobutu avait pour modèle Léopold II. Et quand modèle Mobutu arrive, il a trouvé Kassavou. Kassavou était un président d'un régime parlementaire. On vous a dit, il n'a pas hésité à révoquer son premier ministre, jouissant de la majorité. Le roi Kassavou vous donnait l'impression d'être dormant, mais il est au cœur de toutes les crises qui ont eu de 1960 à 1965, parce que sa conception, le professeur vous a dit, d'une constitution virtuelle qu'il avait, c'est du roi Kassa qui pouvait tout même révoquer un premier ministre qui a la majorité. Et en 1965, nous allons le voir, nous allons avoir un régime d'un présidentialisme débridé pendant 35 ans, 37 ans, qui va nous dominer. De sorte que la transition, et même actuellement, il y a un moboutisme sans Mobutu. 700 partis politiques dirigés par des autorités morales, c'est-à-dire de hors la loi. Une autorité morale n'est pas soumise à la loi. Il peut changer le parti en mettant sa femme, il peut quitter le parti en mettant son enfant. Donc la loi, ce n'est pas pour lui. C'est mon parti. Qui tu vas créer le tien. 700 partis politiques à caractère tribal et atomistique personnel. Alors, il faut voir quelle démocratie peut découler des partis non démocratiques. Troisième élément de ces nous, c'est ce que le collègue Kamoukouni appelait les remorquismes de la population. Lorsqu'on remarque la culture ou l'inculture politique des Congolais, pour 5 000 francs, on est prêt à aller à l'aéroport. Pour n'importe quoi, on est prêt à danser. Et notre terre, c'est une terre fertile qui génère des dictateurs. Donc ce sont des sociétés traumatiques, comme disent les psychanalystes, qui cherchent un père. Ah, maman Bobby, tel est la bisoli Kamboyo. Maman Olive, mais où est la place de Maman Olive dans l'architecture du pouvoir? Ou Mikolo est à Maman Denise. Mais c'est la population qui va dans cette logique de personnalisation du pouvoir, de quitter le contexte constitutionnel. Je ne parle même pas du suivisme pathologique, de la transhumance. Quelqu'un qui était kabiliste pur et dur, il peut en 48 heures devenir tshisekédiste pur et lire encore. Et puis il vous dit, mon cher frère, la politique, il faut être réaliste. J'ai créé ces partis-ci pour rester à l'opposition. Donc il n'y a pas d'idéologie. Or si une société, les gens n'ont pas d'idéologie, c'est-à-dire qu'ils peuvent être emportés par n'importe quel vent qui arrive. Comment peut-on expliquer 700 partis politiques? Quelle serait la philosophie de ces partis? Déficit d'élaboration. La Constitution même est écrite dans une langue ésotérique que même les juristes eux-mêmes ne sont pas d'accord. Les droits de la Constitution ne sont pas respectés. Et tout ça sur fond de syndrome de monarchisation du pouvoir.
les chefs, on ne discute pas. C'est le gouverneur qui a parlé. Et beaucoup de vice-gouverneurs, on ne connaît même pas leur nom. Il n'y a qu'un chef. Il ne peut pas y en avoir deux. Mais même si vous leur dites, mais la Constitution dit que le président règne, mais ne gouverne pas. Mais les données... Alors, il ne faut même pas parler. Si vous parlez, c'est vous les constitutionnalistes qui devez donner des explications. Tu as pris les camps du FCC, toi. Comment tu peux dire ça? Donc, toute cette sociologie de perversion phagocyte le droit constitutionnel et le nous. On me dit qu'il reste seulement 5 minutes. Alors, j'ai parlé de la Constitution, j'ai parlé du nous. Donc, la rencontre entre le nous, les nous réels et la Constitution, c'est une rencontre d'un rendez-vous manqué. Un rendez-vous manqué. Et comme conséquence, nous n'avons pas un ordre transcendant, dispensateur du bonheur égal. Les concepts qui sont dans la Constitution, à part les dits, il y a les non-dits. Par exemple, croire, la Constitution, c'est une affaire de foi, de croyance, c'est une dimension spirituelle, dogmatique. Croire à la toute-puissance de la Constitution comme mère de loi, sacrée, comme on dit. Croire à la séparation du pouvoir, croire à l'indépendance du juge. Ce sont des concepts abstraits. Or, ces concepts-là doivent être intériorisés. Nous ne les avons pas intériorisés. D'où cette dérive permanente. Ce que j'appelle la déconstitutionnalisation du jeu politique et la banalisation de la Constitution. Ça se lit comment? Depuis 1960. Ce sont des dialogues, des tables rondes. On croyait qu'avec la SECO, il n'y en avait plus de dialogue. Maintenant, il faut aller à la Constitution. Mais nous sommes encore dans les consultations, dans les concertations, dans les forats, etc. Il faut donc qu'on sorte. Mais on va sortir comment? Ce n'est pas le droit qui va nous faire sortir. Il faut que, et ce sera ma conclusion, il faut une conversion. Une conversion. Nous avons dit Constitution et nous dans un état de droit. Il faut que nous fassions cette conversion pour arriver dans un état de droit. L'état de droit, ce n'est pas l'état de droit au pluriel, beaucoup de règles. C'est un état d'esprit. C'est-à-dire avoir la culture du texte, de respect des textes. Et pour ça, il y a toute une éducation. Deuxième moment, il faut une conversion à un état démocratique. La démocratie, ce ne sont pas des règles, c'est une manière de vivre, la tolérance. Croire que c'est le peuple qui est le propriétaire du pouvoir et que nous ne sommes que des possesseurs précaires. Mais si nous croyons que nous sommes propriétaires du pouvoir et que nous ne pouvons pas partir, si nous partons, nous devons nous cacher quelque part pour revenir. Et si nous donnons, ce n'est que pour un moment. À ce moment-là, la conception du pouvoir que nous avons, c'est une conception anachronique, antidémocratique. Donc cette double conversion est fondamentale et pour cela, il y a sûrement des failles dans le texte qui existe. Nous pouvons, et partout on le fait. Cette constitution est la première constitution qui a résisté. Cette constitution, c'est une constitution, la première pour laquelle le peuple a versé son sang. Mais il y a sûrement des choses qu'il faut voir, parce que, comme a dit le professeur Beauchamp, c'est une constitution de compromis. C'est une constitution qui est parfois ambiguë. C'est une constitution conflictogène. Nous en sommes là. Mais nous pouvons voir, dans un moment non suspect, d'y voir mettre en place une commission d'experts pour faire, dans la sérénité, le professeur de droit, le professeur de philosophie, le professeur d'anthropologie, pour éviter cette cannibalisation anthropologique des textes qui nous voient et qui nous amènent à un nous totalement défiguré et des textes totalement incapables de régenter la vie politique. Je vous remercie.
Les maladies, oui, il y a des pathologies constitutionnelles. Ces pathologies, elles peuvent être originales. La Constitution qui naît avec des pathologies. Et donc, les malformations qui feraient en sorte que qu'on ne puisse pas fonctionner. Parce qu'il y a des malformations dès le départ. On a mal réfléchi. On n'a pas intégré les vrais problèmes. Mais il y a aussi ceux qui apportent des coups de canif chaque jour à la Constitution, qui peuvent aussi, de manière implicite, participer à la mort de la Constitution, par des coups de canif chaque jour. Je crois que j'ai répondu à mon ami le chercheur. Monsieur le bourgmestre, vous dites l'article 12 de la Constitution établit l'égalité des citoyens. Comment concilier cette égalité des citoyens devant la loi avec les immunités? Vous parlez ici des immunités parlementaires. La réponse est simple. Il s'agit ici non pas des exonérations. Non. Les députés, tous les élus, ils sont justiciables. Mais ils ont des immunités par moment, en raison de leur travail, pendant qu'ils sont en session. On peut aussi monter des procès contre eux pour les empêcher de travailler. Mais ceci ne signifie pas qu'ils sont exonérés, ils sont justiciables. Et d'ailleurs, ils ne bénéficient même pas du double degré de juridiction, et ça, vous n'en parlez pas, alors qu'ils sont citoyens comme tous les autres. Ils sont jugés au niveau supérieur pour que les juges supérieurs ne soient pas complexés. Et comme citoyens, les immunités font qu'ils ne bénéficient pas du double degré de juridiction, qui est un droit pour chaque citoyen. Là où ils sont jugés, c'est de manière définitive. Ils ne bénéficient pas du double degré de juridiction. Ça aussi, il y a compensation. Voilà donc la réponse brève que je préfère vous donner. Il y a donc conciliation entre l'égalité. Si, entre députés, il y avait discrimination et que certains bénéficieraient des immunités et d'autres pas, là, il y aurait un problème d'égalité. Mais il s'agit de tous les députés. Qu'il s'agisse de la majorité ou de l'opposition, ils ont le même traitement. Voilà. Professeur Yave, merci pour votre question. Que faire face à la transhumance, au racolage politique, aux tentatives de destruction de majorité? Est-ce qu'il ne faut pas envisager de sanctions? Prof, la difficulté du droit constitutionnel africain, c'est cette difficile transplantation d'une démocratie consolidée par de traditions dans un contexte de vide culturel, de vide idéologique. Les majorités sont des éléments sociologiques susceptibles de bouger. Mais quels sont les outils de ces bouger? Et quelles sont les sanctions? On peut imaginer toutes les sanctions. On sait par exemple que en Angleterre, lorsque on refuse de voter pour son parti, le devoir premier, c'est d'abord de rendre le mandat que vous avez reçu pour ce parti. Mais ici, si vous développez ces thèses, on va vous dire non, il y a un mandat impératif, tout ça n'est pas, non, le mandat n'est pas impératif. Donc, la question que nous nous posons, est-ce une question de droit ou une question d'éthique constitutionnelle? C'est ça. Je partage la même inquiétude que vous. Donc, la majorité est une notion sociologique, mais où les gens sont structurés en idéologie. Mais nous nous trouvons dans une sorte de fragmentation idéologique, des acteurs élus parfois comme indépendants ou élus seuls sur son propre parti et qui s'est fait remplacer par son fils ou par sa femme.
et qui sont donc dans cette mouvance de recherche de terres beaucoup plus intéressantes. Donc, c'est un travail que nous devons faire, mais on a déjà imaginé des sanctions dans les règlements intérieurs ou même dans la Constitution qui dit que lorsque vous quittez volontairement votre parti, vous perdez le mandat. Mais qu'est-ce que les gens ont tourné? Ils ne quittent pas. Et à ce moment-là, ils laissent aux partis politiques la possibilité de le faire partir et ils disent non, moi je n'ai pas quitté, moi c'est eux et ils restent. Donc c'est ça la dimension anthropologique du droit qui domine et qui vient phagocyter les axes juridiques. Mais nous devons y réfléchir. Aujourd'hui, avec 700 partis politiques, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais je dois vous avouer que je n'ai pas de réponse là-dessus. Archimède de Kabea. Inquiétude encore. Oui, le droit n'est qu'une mise en forme de la philosophie. La question philosophique, la question anthropologique, la question sociologique, ce sont des questions centrales. Les mal de nous juristes, c'est de croire que nous sommes une science autonome d'articulation d'articles et de techniques. Le droit, si le droit n'est pas saisi par la philosophie, c'est un droit, tout simplement, une coquille vide. Une coquille vide. Si le droit n'est pas sous-tendu par la philosophie, et c'est ce qui arrive, comme vous le dites. Donc, à ce sujet, lorsque vous lisez ceux qui ont élaboré les théories constitutionnelles, comme le Socrate, ils vous diront que ce qui fait marcher une société, ce ne sont pas des règles, ce sont les principes notamment de l'intérêt général. À partir du moment où, c'est comme ça que ils ne voulaient pas que dans l'ecclésia ou dans l'aéropage, tout le monde vienne, c'était l'élite, et ces élites-là n'étaient pas mariés parce qu'ils devaient travailler pour l'intérêt général. Je ne dis pas que le clergé catholique qui est totalement dégagé pour s'occuper de l'enseignement est mieux loti que les pasteurs qui sont dans les églises de Robert avec les Mabonza et les autres. Mais c'était la philosophie occidentale, c'est-à-dire que lorsque on doit s'occuper de l'intérêt général, il faut renoncer. Il faut renoncer. Donc, la fondamentalité de droit, ce n'est pas les droits, c'est les valeurs structurantes. Et ces valeurs-là, lorsqu'elles n'existent pas, le droit est mortifère ou le droit est tout simplement quelque chose qui n'existe. C'est-à-dire que quand on parle, par exemple, du pouvoir judiciaire, l'indépendance du juge, c'est une notion abstraite. L'indépendance du juge ne se trouve pas dans les textes, ça se trouve dans l'esprit. Donc ce sont des questions qui sont d'ailleurs prises en charge dans la Constitution. Si vous prenez l'article 46 de notre Constitution, 45, il dit « Le pouvoir public ont le devoir d'assurer la diffusion et l'enseignement de la Constitution. » Toute démocratie est une démocratie. Donc il faut imaginer, comme dans les autres pays, j'étais en Corée, même aux États-Unis, vous verrez que l'éducation au patriotisme, et il parle même aujourd'hui du patriotisme constitutionnel, c'est-à-dire que nous ne sommes pas unis tout simplement parce que nous sommes noirs et blancs, mais parce que nous partageons ce qu'ils appellent une communauté juridique. Et ceux qui ont lu Habermas, Jürgen peut vous dire, c'est cette communauté juridique de base qui est le fondement et le ciment de l'État. Or, si vous n'avez pas la communauté juridique, c'est-à-dire que vous ne partagez pas les mêmes valeurs, ben, c'est le cas de la plupart des sociétés africaines, ce sont des sociétés à problème. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Éthiopie, un pays qui était en train d'avancer, mais le tribalisme tigréen va maintenant mettre en mouvement. Regardez le Soudan. On a cru que si on divise le Soudan du Nord avec le Soudan du Sud, ça va aller. Mais le Soudan du Sud a montré au monde une image d'un tribalisme de bas niveau qui amène au génocide. Donc c'est un travail que nous devons faire
pour que nous puissions sortir de ces miasmes. Monsieur Alain avait posé une question sur l'article 78 au professeur. En ce qui concerne le juge, la spécificité du droit constitutionnel, c'est d'être un droit politique. Et c'est ce qu'a dit le professeur Vauchal. Cette judiciarisation, cette juridicisation, cette pénalisation du droit constitutionnel a des limites. Le droit constitutionnel, c'était le droit des nobles. C'est pourquoi on appelle les gens là-bas les honorables et les excellences. C'est une civilisation de la noblesse. En droit constitutionnel, on ne pouvait pas imaginer qu'un président de la République puisse révoquer un premier ministre. C'est quelque chose qui ne peut pas arriver. Donc, ils se rencontrent en gens civilisés, ils disent, nous nous attendons plus. Il faut tirer les conséquences. Et le premier ministre dit, monsieur le président, je crois que moi je me retire. Donc, aujourd'hui, le droit constitutionnel veut avoir des sanctions comme le droit pénal qui est un droit de voleur. Parce qu'il y a trop de voleurs qui sont venus dans le monde politique et il faut maintenant chercher l'arsenal pénal. Mais le droit constitutionnel, c'était le droit des nobles. Vous avez appris avec moi que les sanctions en droit constitutionnel, c'était des sanctions politiques inorganisées. Et même ce qui a été organisé, lorsque on fait l'impeachment aux États-Unis, on ne va pas jusqu'au bout. Dès que la menace est là, le président démissionne. Parce qu'on ne peut pas juger un ministre. On ne peut pas juger un ministre lorsqu'il est la jurisprudence, comme on appelle Balladur, lorsqu'on est mis en examen directement, on doit partir. Mais le problème, c'est que cette culture qui est la faute, qui fertilise le jeu politique, n'existe pas. Donc voilà, on croit que les sanctions. Alors, notre ami qui dit, est-ce que je crois à la mort de la Constitution? Non, les constitutions naissent, grandissent et peuvent mourir. Il y a l'année passée, j'ai introduit un chapitre sur la disparition de la Constitution. Les étudiants m'ont regardé et dit, mais qu'est-ce qui se passe, professeur? Vous avez dit que la Constitution est éternelle. Moi, je dis non. La Constitution peut disparaître de deux manières. L'abrogation de fait, c'est-à-dire le pouvoir constituant originaire, c'est un pouvoir méta-juridique. Il y a une révolution, comme au Mali, mais la Constitution disparaît, les présidents est même arrêté. C'est une abrogation de fait, mais aussi une abrogation de droit. Le professeur Bouchard, dans son ouvrage, explique ce qu'on appelle la révision totale. Bon, beaucoup de juristes congolais n'y croyaient pas. Mais en Suisse, on peut changer toute la Constitution. Parce qu'on estime que le peuple est souverain. Encore, il faut que ça soit un vrai référendum, pas un mauvais, parce qu'il y a des référendums, comme des élections. Donc, c'est ça le problème. Donc, on peut réviser, mais il y a toujours des limites, parce que si vous révisez, ce n'est pas pour ce qu'ils appellent les idées qui constituent l'identité. Vous n'allez pas réviser une constitution pour amener un État démocratique à un État autocratique. Mais une constitution aujourd'hui peut disparaître par voie de fait ou par voie de droit. Donc, ces côtés-là. Alors, la dernière question, c'est de M. Bourgoumès. L'article 215, oui, vous avez raison. Est-ce que ce sont les lois constitutionnelles qui doivent aussi être... ou la Constitution? Non, je crois que la question est d'abord été résolue. C'est vrai que nos collègues internationalistes ont voulu toujours mettre les traités, les accords internationaux au-dessus de la Constitution. Pour des raisons de commodité, on accepte ça. Mais l'article 216 est clair. Si la Cour constitutionnelle consultée par le président de la République, le Premier ministre ou le président par un dixième, déclare qu'un traité accord comporte une clause contraire à la Constitution, la ratification ou l'approbation ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. Donc, à partir du moment où la Constitution dit non, ce traité n'est pas conforme, donc le traité va rester en dehors. Et lorsque le traité entre dans la hiérarchie, aujourd'hui, le bloc de constitutionnalité vient toujours au-dessus du bloc de conventionnalité.
D'ailleurs, beaucoup de groupes constitutionnels n'aiment pas regarder ces choses-là. Le contrôle de conventionnalité, on envoie ça devant les conseils d'État dans la plupart des États. Donc, la Constitution reste la matrice, le socle du jeu politique et juridique d'un État. Ce n'est pas parce que je suis constitutionnaliste, mais parce que c'est la Constitution qui le dit. Voilà, merci beaucoup. Peut-être le professeur Bouchab va ajouter. Monsieur le bourgmestre, la question n'était pas destinée. Ici, il s'agit de la réception du droit. À partir du moment où les organes régulièrement habilités acceptent cette réception, il ne se pose pas un problème en droit. Et comme il vous l'a dit, l'article 216 démontre qu'il y a toujours primauté la Constitution. Parce que tout ce que l'on reçoit ne peut pas être en rupture avec l'ordre interne. Voilà. Je voulais simplement parler en termes simples pour que vous puissiez mieux saisir. La Constitution doit avoir une dimension philosophique parce que c'est la projection de l'avenir. Il s'agit des aspirations d'un peuple, mais les aspirations d'un peuple, si on n'a pas une dimension philosophique, comment on va devoir les exprimer? Et donc, vous ne pouvez pas avoir peur en raison de la dimension philosophique. Non. Vous dites, dans la même question, le peuple partant du référendum a-t-il véritablement dit oui? Je voudrais répondre par une image. C'est parce que j'enseigne le droit constitutionnel que je ne voudrais pas dire que le référendum est une escroquerie. Je ne voudrais pas dire ça parce que j'enseigne le droit constitutionnel. En réalité, c'est quoi? C'est le gouvernement ou un groupe de gouvernants qui vient avec un texte déjà élaboré. Il n'y a pas une troisième hypothèse, on vous dit à vous de dire oui ou non. Vous n'avez pas de choix. Et voilà pourquoi je considère que le référendum est un corsage. Et ce corsage doit convenir à tout le monde. Même si vous êtes très gros et que ça vous sert trop fort, on vous dit ça vous convient. Si vous êtes très petit et vous nagez là-dedans, on vous dit ça vous convient. Parce que vous n'avez que oui et non à dire. Vous n'avez pas une autre réponse. Dès le départ, pour élaborer ces questionnaires que l'on soumet au référendum, on consulte qui? C'est toujours nous. Mais est-ce que nous sommes consultés pour que vous puissiez élaborer votre questionnaire? C'est un groupe de gouvernants qui se met d'accord. Bon, ben, nous allons donner l'illusion à la population qu'elle est totalement d'accord avec nous. On vous demande de répondre par oui ou non. Mais si vous dites que moi, je ne peux répondre par oui ou non, parce que j'ai une autre proposition, votre avis ne compte pas. Parce que vous devez vous limiter par oui ou non. Alors, je n'ai pas dit que c'est une escroquerie, parce que j'enseigne le droit constitutionnel. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait que véritablement le peuple puisse s'affranchir sur le plan mental. Parce que vous dites, en raison de la grande pauvreté, comment voulez-vous que le remorquisme ne soit pas la loi? Non. Ailleurs, c'est à cause de la grande pauvreté qu'il y a eu prise de la Bastille, que les gens ont dit non. Trop, c'est trop, nous ne pouvons plus accepter, vous devez démocratiser, nous devons avoir voix au chapitre. Alors qu'ici, vous voulez justifier, oui, qu'en raison de la misère, on peut tout abandonner, même abandonner notre propre dignité. Non, pas du tout. Et ceci ne peut venir que par la formation. Le premier geste d'affranchissement, c'est savoir dire non. Nous étions colonisés. À partir du moment où on a commencé à dire non, nous nous sommes dit que les colonisateurs étaient naître comme nous. Ce n'est pas un surhumain, nous pouvons faire la même chose que lui. C'est comme ça qu'on s'est affranchi. Et il faut savoir dire non. Mais ce non ne viendra que par la formation. La formation, ça veut dire que le peuple doit savoir qu'il a des droits. Et des droits inaliénables. Le peuple doit savoir qu'il est la source du pouvoir. Mais tant qu'on ne prend pas conscience qu'on est soi-même la source du pouvoir, on croit que ceux qui dirigent sont les démiurges. Et comment voulez-vous qu'on puisse dire non? Il faut savoir dire non. Ben voilà, je réponds à ce qui concerne la mentalité. Je vais répondre également à mon ami Alain. La première tranche concerne le professeur Joly.
la question qui m'intéresse, moi, c'est celle de savoir quel est le régime favorable à notre pays. Non, on ne peut pas de manière arbitraire déterminer dans un laboratoire que tel est le régime favorable à notre pays. Non, en raison de notre mentalité, de nos préoccupations, nos aspirations, il appartient à nous-mêmes de déterminer quel est le régime qui est favorable à notre peuple, à notre mentalité. Mais il y a un élément. L'élément profond ici, c'est la mentalité coutumière de toute la population. Quand le chef a parlé, on ne peut plus rien dire. C'est le chef. Et donc, ceci vient de nos traditions. L'autre fois, lorsque j'étais totalement opposé au droit coutumier, j'ai beaucoup de respect pour mes chefs. Ils n'étaient pas d'accord avec moi. Mais aujourd'hui que je suis en train de magnifier les droits coutumiers, il n'est plus d'accord avec moi. Je vais lui demander aussi ce qu'il veut. La question de M. Samy sur l'article 70, c'est ça. Vous savez, la plupart des textes que nous avons peuvent donner lieu à des interprétations diverses. Et la meilleure interprétation n'existe peut-être pas. On peut faire une interprétation réaliste, on peut faire une interprétation systémique ou purement normative. Vous savez déjà cet article, lorsqu'il fallait interpréter l'alinéa 2, à la fin de son mandat, le président reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Vous savez ce que ça a ouvert comme des glissements et autres, mais ces textes ont été élaborés dans des contextes où on sait que l'élection du président de la République doit se dérouler 90 jours avant la fin de son mandat. Donc, on a au moins 3 mois pour qu'il puisse entrer en fonction. Et 3 mois, ça fait 90 jours, plus 10, ça fait 100 jours. Donc, les 100 jours peuvent permettre la transition comme ça se passe aux États-Unis ou ailleurs. Mais vous savez, des interprétations qui ont été faites, même par les organes habilités à interpréter. Alors, on peut aussi discuter, il n'y a pas de tabou sur l'article 70, alinéa 1er, pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Vous allez aller à l'article 220 qui verrouille cette disposition. On peut vouloir interpréter comme on veut, parce que il s'agit d'une interprétation littéraire ou autre. Mais si vous prenez cette disposition et vous prenez la disposition, par exemple, de la Constitution, l'écriture de la Constitution russe ou même française, on dit nul ne peut exercer plus de 2 mandats successifs. C'est clair. Donc on sait que si tu fais 2 mandats successifs, tu t'arrêtes et puis après tu pourras revenir. Mais est-ce que c'est ça l'esprit de notre texte? Il faut parfois interpréter des textes de bonne foi. Qu'est-ce que le constituant congolais voulait? Est-ce qu'il voulait une pause ou il voulait un arrêt? Vous pouvez répondre à cette question. Si on dit le match se joue 45 minutes renouvelable une seule fois. Donc après 45 minutes, c'est que le match est terminé. Mais vous voulez qu'il y ait encore une 3e mi-temps, alors ça pose un problème. Donc tout est question d'interprétation. Alors, madame l'étudiante, félicitations pour le courage. Effectivement, Dani, ça va. La question du contrôle de constitutionnalité de loi constitutionnelle fait un débat au sein de la doctrine. Il y a des auteurs qui estiment qu'une loi constitutionnelle reste une loi et qu'à ce titre, elle doit faire l'objet d'un contrôle. C'est pratiquement la jurisprudence des États tels que le Bénin, le Mali, et ailleurs, par exemple, des États qui veulent faire face aux fraudes constitutionnelles, où derrière les révisions, en fait, on veut arriver à un autre régime. Et ils ont formellement
organiser les contrôles de constitutionnalité de lois constitutionnelles. On le considère comme loi. Et puis il y a d'autres États, tels que le Sénégal, la Côte d'Ivoire, où leur justice constitutionnelle disent que les lois constitutionnelles, à la suite de la jurisprudence de la France, on dit que les lois référendaires et autres ne peuvent pas faire l'objet d'un contrôle de constitutionnalité. Mais moi, je me situe dans l'école de Maliens, l'école des Allemands, ou des États qui ont subi les révisions constitutionnelles nocives et pathologiques. Et qui, pour faire face à cela, peut-être que le juge peut le faire. Mais on est encore au niveau des débats théoriques. Nous attendons la position du juge constitutionnel congolais. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va nous dire. Merci. Le chef de travaux Samy, les hommes politiques congolais, taille la constitution à l'image, n'est-ce pas ce fait, ne favorise pas le développement de nos communautés, sinon de la société. Et surtout la constitution actuelle serait taillée à l'image de ceux qui dirigent. Non, là, je voudrais m'inscrire en faux. Pourquoi? Quand vous analysez la constitution actuelle, d'ailleurs, à partir du préambule, 7 principes sont énoncés. Pour qu'on ne revive plus ce qu'on avait vécu autrefois, la constitution de pouvoir, et surtout qu'il y ait équilibre. Ce n'est pas cette constitution qui peut être considérée comme favorisant cette section de pouvoir. Non, parce qu'il n'y a aucune disposition que vous pouvez plutôt apporter à l'appui de votre assertion. Donc celle-ci, pour celle-ci, je ne peux pas aller dans la même logique que vous. Le chef de travaux qui est ministre de l'Environnement, tout à l'heure là, quand nous avons parlé du contenu des constitutions, les développements actuels, et que l'on puisse annexer les questions environnementales dans la constitution parce qu'il s'agit de l'avenir de l'humanité. Et sur ce plan, notre constitution est en avance. Article 53, 54, vous verrez que les questions environnementales sont abordées. Nous sommes en avance. Aujourd'hui, il y a d'autres pays qui font des chartes pour ajouter la question environnementale. Le fisc est sur ce plan, vous pouvez être content de votre constitution. Mais telle n'est pas votre question. Vous dites l'instabilité constitutionnelle, c'est la prise en otage de la population par le gouvernement. Mais la question est celle-ci. De toutes les constitutions que nous avons connues, parce qu'il y a quand même instabilité constitutionnelle dans notre pays, il faut l'avouer, laquelle, à mon sens, peut avoir rencontré l'assentiment du peuple congolais. Il faut des critères, on ne peut pas de manière arbitraire dire tel ou tel. Quand vous prenez la constitution américaine vieille de 200 ans où il n'y a eu que quelques amendements, une vingtaine, ils ne sont pas encore arrivés à une trentaine d'amendements jusqu'à ce jour, cette constitution rencontre l'assentiment véritablement du peuple américain. Mais il y a aussi un autre problème, c'est que le juge constitutionnel américain, la Cour suprême des États-Unis, a un rôle, c'est ce qu'on appelle du droit vivant, qui fait que par les interprétations révolutionnaires, on adapte cette constitution-là aux questions actuelles. Ce qui n'est pas le cas en Occident et partout ailleurs, on n'ose pas aller jusque-là. Là, c'est la doctrine du droit vivant. Je vais répondre à votre question. Si on avait une constitution qui avait rencontré l'assentiment de notre population, cela durerait beaucoup plus longtemps. Mais calculez la durée de vie de toutes nos constitutions. Vous allez bien vous rendre compte qu'il y a un problème, parce que les débats actuels, c'est aussi le débat de la révision constitutionnelle. On pouvait dire que celle-ci a duré un peu plus longtemps. Non. Même sous la dictature, on n'a fait que changer. On n'a fait que modifier. Ce qui fait que le problème, ce n'est pas les textes. Le problème, c'est nous. Le problème, c'est la mentalité qui est allergique à la contrainte imposée par des règles.
Voilà donc le vrai problème. Et ne fût-ce que sur ce plan-là, parce que les critères que je donne, c'est les critères de la durabilité, ou même de la durée. Quelle est cette constitution qui a duré? La gymnastique d'Eurovision, bon, mais elle est presque éternelle dans notre pays. Celle-ci, celle de 2006, ben, nous avons revu certaines dispositions en 2011. Et je vous dis que les débats actuels, c'est aussi les débats de la révision. Ne fût-ce que sur ce plan-là, sur le critère que j'ai énoncé, on ne peut pas dire que telle constitution accueille l'assentiment du peuple congolais, mais est-ce à dire l'hostilité? Non. Nous devons faire un problème de mentalité parce que par moment, les questions constitutionnelles, le peuple s'en écarte. Et il dit, le peuple dit plutôt, ils finiront par s'entendre. Ce sont des larrons en foire, ils s'insultent et les soirs, ils vont boire ensemble. Nous, on ne va pas s'occuper de leurs problèmes. Oui, mais vous ne vous occupez pas de leurs problèmes. Ils continuent. Voilà. Merci. La question de M. Samy sur l'article 70, c'est ça. Vous savez, la plupart des tests que nous avons peuvent donner lieu à des interprétations diverses. Et la meilleure interprétation n'existe peut-être pas. On peut faire une interprétation réaliste, on peut faire une interprétation systémique ou purement normative. Vous savez déjà cet article, lorsqu'il fallait interpréter l'alinéa 2, à la fin de son mandat, le président reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Vous savez ce que ça a ouvert comme des glissements et autres, mais ces textes ont été élaborés dans des contextes où on sait que l'élection du président de la République doit se dérouler 90 jours avant la fin de son mandat. Donc, on a au moins 3 mois pour qu'il puisse entrer en fonction. Et 3 mois, ça fait 90 jours, plus 10, ça fait 100 jours. Donc, les 100 jours peuvent permettre la transition comme ça se passe aux États-Unis ou ailleurs. Mais vous savez, des interprétations qui ont été faites, même par les organes habilités à interpréter. Alors, on peut aussi discuter, il n'y a pas de tabou sur l'article 70, alinéa 1er, pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Vous allez lire l'article 220 qui verrouille cette disposition. On peut vouloir interpréter comme on veut, parce qu'il s'agit d'une interprétation littéraire ou autre. Mais si vous prenez cette disposition et vous prenez la disposition, par exemple, de la Constitution, l'écriture de la Constitution russe ou même française, on dit « Nul ne peut exercer plus de 2 mandats successifs ». C'est clair. Donc on sait que si tu fais 2 mandats successifs, tu t'arrêtes et puis après tu pourras revenir. Mais est-ce que c'est ça l'esprit de notre texte? Il faut parfois interpréter des textes de bonne foi. Qu'est-ce que les constituants congolais voulaient? Est-ce qu'ils voulaient une pause ou ils voulaient un arrêt? Vous pouvez répondre à cette question. Si on dit le match se joue 45 minutes renouvelable une seule fois. Donc après 45 minutes, c'est que le match est terminé. Mais vous voulez qu'il y ait encore une 3e mi-temps, alors ça pose un problème. Donc tout est question d'interprétation. Alors, madame l'étudiante, félicitations pour le courage. Effectivement, Dani, ça va. La question du contrôle de constitutionnalité de loi constitutionnelle fait un débat au sein de la doctrine. Il y a des auteurs qui estiment qu'une loi constitutionnelle reste une loi et qu'à ce titre, elle doit faire l'objet d'un contrôle. C'est pratiquement la jurisprudence des États tels que le Bénin, le Mali,
et ailleurs, par exemple, des États qui veulent faire face aux fraudes constitutionnelles, où derrière les révisions, en fait, on veut arriver à un autre régime. Et ils ont formellement organisé les contrôles des constitutionnalités de lois constitutionnelles. On le considère comme loi. Et puis, il y a d'autres États, tels que le Sénégal, la Côte d'Ivoire, où leur justice constitutionnelle disent que les lois constitutionnelles, à la suite de la jurisprudence de la France, on dit que les lois référendaires et autres ne peuvent pas faire l'objet d'un contrôle de constitutionnalité. Mais moi, je me situe dans l'école de Maliens, l'école des Allemands, ou des États qui ont subi les révisions constitutionnelles nocives et pathologiques. Et qui, pour faire face à cela, peut-être que le juge peut le faire. Mais on est encore au niveau des débats théoriques. Nous attendons la position du juge constitutionnel congolais. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va nous dire. Merci. Le chef de travaux Samy, les hommes politiques congolais taillent la constitution à l'image. N'est-ce pas ce fait qui ne favorise pas le développement de nos communautés, sinon de la société? Et surtout la constitution actuelle serait taillée à l'image de ceux qui dirigent. Non, là, je voudrais m'inscrire en faux. Pourquoi? Quand vous analysez la constitution actuelle, d'ailleurs, à partir du préambule, 7 principes sont énoncés. Pour qu'on ne revive plus ce qu'on avait vécu autrefois, la confiscation de pouvoir, et surtout qu'il y ait équilibre. Ce n'est pas cette constitution qui peut être considérée comme favorisant cette section de pouvoir. Non, parce qu'il n'y a aucune disposition que vous pouvez plutôt apporter à l'appui de votre acception. Donc celle-ci, pour celle-ci, je ne peux pas aller dans la même logique que vous. Le chef de travaux qui est ministre de l'Environnement, tout à l'heure là, quand nous avons parlé du contenu des constitutions, les développements actuels, et que l'on puisse annexer les questions environnementales dans la constitution, parce qu'il s'agit de l'avenir de l'humanité. Et sur ce plan, notre constitution est en avance. Article 53, 54, vous verrez que les questions environnementales sont abordées. Nous sommes en avance. Aujourd'hui, il y a d'autres pays qui font des chartes pour ajouter la question environnementale. Mais puisque sur ce plan, vous pouvez être content de votre constitution. Mais telle n'est pas votre question. Vous dites l'instabilité constitutionnelle, c'est la prise en otage de la population par les gouvernants. Mais la question est celle-ci. De toutes les constitutions que nous avons connues, parce qu'il y a quand même instabilité constitutionnelle dans notre pays, il faut l'avouer, laquelle, à mon sens, peut avoir rencontré l'assentiment du peuple congolais. Il faut des critères, on ne peut pas de manière arbitraire dire tel ou tel. Quand vous prenez la constitution américaine vieille de 200 ans, où il n'y a eu que quelques amendements, une vingtaine, ils ne sont pas encore arrivés à une trentaine d'amendements jusqu'à ce jour, cette constitution rencontre l'assentiment véritablement du peuple américain. Mais il y a aussi un autre problème, c'est que le juge constitutionnel américain, la Cour suprême des États-Unis, a un rôle, c'est ce qu'on appelle du droit vivant, qui fait que par les interprétations révolutionnaires, on adapte cette constitution-là aux questions actuelles. Ce qui n'est pas le cas en Occident et partout ailleurs, on n'ose pas aller jusque-là. Là, c'est la doctrine du droit vivant. Je vais répondre à votre question. Si on avait une constitution qui avait rencontré l'assentiment de notre population, cela durerait beaucoup plus longtemps. Mais calculez la durée de vie de toutes nos constitutions. Vous allez bien vous rendre compte qu'il y a un problème, parce que les débats actuels, c'est aussi le débat de la révision constitutionnelle. On pouvait dire que celle-ci a duré un peu plus longtemps. Non.
Même sous la dictature, on n'a fait que changer. On n'a fait que modifier. Ce qui fait que le problème, ce n'est pas les textes. Le problème, c'est nous. Le problème, c'est la mentalité qui est allergique à la contrainte imposée par des règles. Voilà donc le vrai problème. Et ne fût-ce que sur ce plan-là, parce que les critères que je donne, c'est les critères de la durabilité ou même de la durée. Quelle est cette constitution qui a duré? La gymnastique d'Eurovision, bon, mais elle est presque éternelle dans notre pays. Celle-ci, celle de 2006, ben, nous avons revu certaines dispositions en 2011. Et je vous dis que les débats actuels, c'est aussi les débats de la révision. Ne fût-ce que sur ce plan-là, sur le critère que j'ai énoncé. Mais est-ce à dire l'hostilité? Non. Nous devons faire un problème de mentalité parce que par moment, les questions constitutionnelles, le peuple s'en écarte. Et il dit, le peuple dit plutôt, ils finiront par s'entendre. Ce sont des larrons en foire, ils s'insultent et les soirs, ils vont boire ensemble. Nous, on ne va pas s'occuper de leurs problèmes. Oui, mais vous ne vous occupez pas de leurs problèmes. Ils continuent. Voilà. Merci. Merci, à mon avis, j'ai une réponse à laquelle vous allez réagir. Nous estimons que le président de la République a un pouvoir exorbitant. Et puis, le président de la République est une institution. Non seulement une institution, mais aussi un organe animant cette institution. Et de par ce fait, la Constitution lui octroie des prérogatives exorbitantes. Mais le député national ou le sénateur en lui-même n'a pas un grand pouvoir, parce qu'il agit au sein de son corps. C'est-à-dire, à mon avis, donc il peut revenir autant de fois. D'après le principe et on estime que l'organe président de la République saurait bien abuser du pouvoir qu'un parlementaire, par exemple, puisque le député n'agit pas, n'a pas un grand pouvoir en lui-même. En principe. Je pense que c'est... Je vous en prie, professeur. Merci beaucoup. Alors, comme juriste, vous deviez être concret. La Constitution actuelle, celle de 2006, elle établit dans notre pays un régime primo-ministériel. Le Premier ministre a des pouvoirs énormes que le président de la République n'a pas. Si nous devons appliquer de manière orthodoxe cette Constitution. Et je voudrais vous demander, citez-moi une seule disposition de cette Constitution qui donne des pouvoirs exorbitants au chef de l'État. Laquelle? C'est le régime primo-ministériel qui donne des pouvoirs. Pourquoi? Après avoir fait l'analyse des 32 ans de dictature du maréchal Mobutu, on s'est dit on doit pouvoir dépouiller le président de la République de beaucoup de prérogatives, car nous ne voulons plus vivre, sinon revivre le même spectacle. Et donc là, je comprends que vous êtes venu avec la question de Lubumbashi. Comme avocat, vous n'avez pas pris le temps de lire la Constitution. Je vous réponds. Je ne veux pas m'éterner, je continue. Le député, nous disons, dans une société démocratique, il faut qu'il y ait alternance. Vous êtes député pendant 32 ans, toujours député. Avant que votre fils ne naisse, vous étiez déjà député. Il a 32 ans, vous êtes toujours député dans la même circonscription. Lui ne peut pas devenir député. Nous disons que dans une société démocratique, il faut qu'il y ait une sorte d'oxygénation. Mais il faut oxygéner l'appareil de l'État. Mais même la retraite n'existe pas quand vous voyez les députés. Et il y en a là-bas avec 86 ans. Et quand on vote, il se réveille. Vous lui demandez, vous avez voté pourquoi? Il dit, mais comme vous aussi, vous venez de voter. Il ne sait même pas pourquoi il vient de voter. Et voilà pourquoi nous disons que le principe de la limitation des mandats doit pouvoir s'appliquer pour tout le monde. Pourquoi? Puisque nous sommes dans une société démocratique, elle n'est pas créée pour quelques individus. Chaque année, c'est toujours eux qui ont les mandats. Non! On doit pouvoir limiter aussi, dire, pour qu'il y ait alternance pour tout le monde. Pourquoi? Chacun, en démocratie, peut apporter une pierre, une petite pierre pour construire. Et puisque nous voulons véritablement
construire cette démocratie, il faudrait admettre qu'à tous les niveaux, comment voulez-vous que quelqu'un que moi j'ai connu, administrateur du territoire, j'étais à l'école secondaire, j'ai fini l'école secondaire, j'ai fini l'université, j'enseigne depuis longtemps, j'enseigne depuis 30 ans, je rentre, il est toujours administrateur du territoire. Mais en fait, c'est pas normal. La retraite n'existe pas. Et il a l'ambition de se faire élire comme bourgmestre. Mais ça ne va pas. Dans une société démocratique, chacun doit avoir aussi l'ambition d'accéder au pouvoir. Mais si les barons qui sont là, qui connaissent déjà comment battre la campagne, qui savent comment ils vont manipuler la population, alors, vous, nous tous là, vous tous qui êtes là, on est venus accompagner les autres. Voilà pourquoi il faut limiter les mandats à tous les niveaux. Je suis pour le principe de limitation des mandats, mais à tous les niveaux. À tous les niveaux pour donner l'occasion aux autres. Mais, non, je ne veux pas parler de cet exemple. Parce que je vais viser directement quelqu'un. Il faut accepter l'alternance à tous les niveaux. Et que chacun de nous puisse avoir l'ambition d'accéder. Vous avez dans votre circonscription, dans votre territoire, un baron. Ce type-là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il sera élu député. Mais même vous qui avez une ambition, vous dites non, ça sera peine perdue, c'est vieux, on va les lire encore. Mais s'il s'écarte, il y aura au moins d'autres jeunes comme vous, et vous allez vous battre à armes égales. Voilà pourquoi j'ai dit, moi, qu'il faut limiter à tous les niveaux. Ne pas viser seulement la présidence de la République. Merci. Et le principe de limitation du mandat, c'est un principe, comme on dit, d'hygiénisation du système politique. On a pu remarquer qu'un président qui a fait plus de 2 mandats, si on analyse les cas du président Mitterrand, par exemple, le 2e mandat, surtout qu'il était malade, il y a eu beaucoup de faiblesses. Aux États-Unis, au départ, les principes n'existaient pas. C'était une pratique. Washington lui-même est parti après. Quand ils ont vu, c'est que le président Roosevelt est allé poser à Yalta. Il a confondu l'eau avec le vodka et puis il a signé l'histoire. On a dit qu'il faut limiter. Il y a aussi des limitations, pas simplement le nombre de mandats d'âge. Le président Biden aujourd'hui, on se demande s'il doit faire 2e mandat, même s'il fait semblant de courir, on voit quand même que cette course-là a posé des problèmes. Donc, il y a un problème de limitation, si peut-être pas le nombre d'âge aussi. Mais il y a des choses qui se font naturellement. On a pu remarquer que le taux de retour à l'Assemblée nationale ne dépasse pas 10%. Ce qui fait que naturellement, quand tu as battu campagne au 1er mandat, le 2e mandat où tu attends sur les terrains, très souvent ce n'est pas facile. Vous faire le 2e mandat, les gens qui le font, les doubles brassards, les triples brassards sont quand même là. Il faut être le gouverneur de Liège ou le personne pour le faire. Donc ce n'est pas facile de faire plus de 2 mandats. Et puis c'est aussi fatigant. L'Assemblée, moi j'étais au Sénat, on a été jusqu'à 12 ans pratiquement. À la fin, on s'est poursuivi. On s'est poursuivi et à l'Assemblée, plus de 2 mandats. Mon grand frère ici, on a commencé avec lui et puis je le vois plus un jour, je me dis non, la voix on a été la Sénat. Il dit non, je suis fatigué là-bas parce que c'est vraiment absorbant, les débats, les bagarres. Donc à un certain moment, 2 mandats, je crois que c'est bon aussi. Il faut aller jusqu'à mettre ça dans les textes. C'est pas, mais ça s'est fait naturellement. Il y a le taux de reproduction qui ne dépasse pas 10%. Aujourd'hui, si vous regardez parmi les députés provinciaux, je ne sais pas même si on a atteint le 5% de taux de reproduction des députés provinciaux de 2006. Ils ont pratiquement disparu dans la nature par le fait du jeu naturel du pouvoir. Merci. Excellence, vous permettez? Je ne vais pas citer les noms.
Un président africain qui a fait longtemps revient d'un voyage. Son épouse l'attend à l'aéroport, les gens le saluent. Il demande à son épouse, ce jeune homme qui me salue, c'est qui? Il dit, non, c'est votre ministre de la Santé. Il dit, depuis quand? Chef de l'État. Il a fait très longtemps au pouvoir. Donc, le président Biden... je préfère m'arrêter là pour que vous puissiez comprendre jusqu'où ça peut aller. Le président Biden n'a pas reconnu sa femme par 2 fois.